collectivités, de par le fait qu'elles soient tournées vers les usagers, présentent une surface d'attaque bien sûr très importante et sont même, on peut dire aujourd'hui, encore plus visées que les entreprises. On a vécu une bascule d'une criminalité ciblée vers la richesse que pouvaient avoir les entreprises, notamment en termes d'intelligence économique, vers de la criminalité d'un petit peu plus bas étage qui cherche une étendue de cible la plus large possible, et les collectivités font bien évidemment partie du lot du fait de leur exposition vers le public. Les rançongiciels ou ransomware, pour les anglicistes, représentent la menace la plus présente, la plus facilement identifiable, puisqu'on ne peut pas louper une infection par un ransomware. Et là, c'est vraiment de la pêche au gros qui concerne tout le monde, et en premier lieu les collectivités qui souvent ont des utilisateurs qui ont beaucoup de travail, qui doivent répondre très rapidement et qui répondent à un public large. Et comme le vecteur d'infection est bien souvent le message électronique, vu qu'ils en traitent beaucoup, vont être amenés à cliquer assez rapidement sur celui qu'il ne fallait pas et du coup seront victimes d'une attaque. Alors, ces attaques-là, en plus d'être fréquentes, sont très lucratives pour les attaquants et ne nécessitent que très peu d'investissement. Dans une majorité de cas, le paiement de la rançon ne va pas entraîner le déchiffrement des données, puisque en face de nous, on a des escrocs qui ne sont pas tenus de rendre le service pour lequel ils vont être payés. En plus, la spécificité de ces attaques, c'est qu'elles nécessitent une architecture mise en place et qui est très souvent démontée assez vite pour ne pas être détectée par les services de police. Donc il est possible qu'on paye et qu'en retour on ne reçoive rien, puisque l'infrastructure aura déjà été démontée. En plus de ça, bien évidemment, payer, ça entretient le système, puisque ça donne des moyens aux escrocs de recommencer. Il est toujours très important de porter plainte, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va permettre de lancer une enquête, qui parfois aboutit d'ailleurs à une saisie d'un ordinateur qui contient justement les clés de déchiffrement. On a déjà plusieurs expériences où, suite à un dépôt de plainte, les informations ont été récupérées par les entreprises qui avaient été attaquées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est aussi important, bêtement à des fins de statistiques, pour savoir quels sont les rançongiciels les plus couramment utilisés, qui permettent de concentrer les efforts pour trouver le moyen de déchiffrer les données. Une déclaration à la CNIL n'est généralement pas nécessaire, puisqu'en fait les données ne sont pas divulguées, mais au contraire, elles sont rendues illisibles. Le dépôt de plainte permet aussi d'éveiller les consciences et d'expliquer aux gens que tout le monde peut être victime. C'est notamment le cas en Nouvelle-Aquitaine, qui a connu déjà 3 vagues successives de rançongiciels qui ont concerné des centaines d'entreprises. Les collectivités peuvent aussi être victimes de ce qu'on appelle la fraude au président, où là, en fait, elle est contactée par, alors c'est souvent en fin de semaine, en fin de journée, par des individus malveillants qui tentent de se faire passer pour l'élu ou le responsable de la collectivité et ordonnent des versements en urgence, soit vers la Direction générale des impôts, soit vers d'autres partenaires usuels de la collectivité, et les fonds sont détournés au dernier moment vers un compte offshore qui sert aux pirates. Il existe malheureusement maintenant des logiciels qui permettent de détecter automatiquement des vulnérabilités sur des sites internet et du coup permettent d'en prendre la main de manière quasi automatique pour diffuser des messages de propagande. Ça, c'est très répandu et c'est automatique. Donc tout le monde peut être la cible à partir du moment où son site internet est mal sécurisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, ça peut être une attaque ciblée dans un but malveillant qui permet d'avoir une vraie atteinte à l'image de la collectivité concernée. Enfin, on a aussi la recherche de rançon, qui là, pour le coup, c'est le blocage total du site internet contre demande de rançon. Mais on se retrouve à peu près dans le même cas que le ransomware, c'est les mêmes finalités et à peu près les mêmes méthodes mises en œuvre. Et c'est les mêmes réponses à apporter.
La première mesure, c'est d'être vigilant. Il faut toujours être vigilant dans l'utilisation d'outils numériques pour la bonne et simple raison qu'on est toujours ciblé soit directement, soit indirectement, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment des vagues d'attaque qui sont les plus larges possibles pour essayer de maximiser l'investissement de départ, enfin le retour sur investissement. Donc il faut vraiment être vigilant et savoir en cas de doute soit se tourner vers son responsable informatique, soit tout bêtement contacter l'expéditeur pour savoir si c'est bien lui qui a envoyé ce message avec cette pièce jointe. Dans 99% des cas, le premier vecteur d'attaque, ça va effectivement être la pièce jointe dans le mail qui contient une charge malveillante. Il existe des cas assez rares de contamination par la consultation de sites internet, mais généralement cette menace est assez bien prise en compte par les services informatiques qui définissent les moyens adaptés pour y passer. En revanche, c'est vrai que l'atteinte par la pièce jointe est la plus efficace puisque le mail arrive directement sur le poste de l'utilisateur et on n'est plus qu'à un seul clic de l'infection. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il est essentiel que toutes les actions qui sont réalisées sur un poste informatique soient bien identifiées et puissent être rattachées à une personne. Ça impose de définir les droits de chacun des utilisateurs et qu'ils soient bien identifiés et surtout limités aux opérations que l'utilisateur doit faire sur l'ordinateur. C'est-à-dire que la secrétaire de mairie, par exemple, n'a pas besoin tous les jours d'installer un logiciel. Donc il faut prévoir un compte pour l'utilisation quotidienne qui correspond à la frappe du courrier, au traitement de la messagerie, et puis un compte qui va peut-être servir une fois par semaine ou une fois par mois pour faire les mises à jour de logiciels et l'installation des nouveaux. Ça permet de limiter les risques au moment où justement on a les droits suffisants pour installer des logiciels. 80% des attaques et des atteintes à un système d'information pourraient être évitées en l'application de mesures d'hygiène informatique simples qui consistent essentiellement à faire attention à ce qu'on fait, comme on l'a dit précédemment. Et en fait, les investissements en matériel viennent compléter ces 80%, mais c'est vrai qu'en tout premier lieu, les investissements qu'il y a à faire, c'est de la sensibilisation, de la formation aux risques et surtout beaucoup de réflexion dans l'analyse des risques auxquels on peut être exposé. Il n'est pas toujours évident, bien évidemment, quand on est une petite structure, que ce soit une petite commune ou même une TPE, d'avoir un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se tourner vers des partenaires qui, eux, vont avoir ces compétences, puisque de toute façon, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information va privilégier le contact direct avec ses partenaires pour les faire monter en compétences et leur permettre d'apporter ces compétences aux structures qui n'ont pas la taille adéquate.